Vas-y, Gilles. Donc Gilles, Carré de Pau, des présentations à l'Everly. Je trouve que l'Everly, c'était bien. Lève-toi peut-être pour... ça portera plus facilement. Je trouve que l'Everly, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça a permis, en principe, en Carré, on part des usagers, mais du moins de leur théorie. Comment t'injectes, explique-nous, on part de là. Alors que l'Everly, c'est l'inverse. On part de leur pratique, on observe leur pratique, et on parle aussi de leur ressenti. Mais pour le coup, ça permet d'adapter des messages vraiment adaptés et d'affiner les messages de RDR en lien directement à ce qu'on a observé pendant la pratique. Donc ça, je trouve que c'est toute la différence entre le Carré où c'est théorique, voilà, et là pour le coup, où l'Everly, c'est vraiment de la pratique pure et dure, et ça permet vraiment d'adapter et d'affiner les messages de RDR. Et c'est aussi un temps crucial, comme Carré, on n'a pas forcément le temps autour des injections, on est très sollicité en Carré, et je trouve que là, c'est primordial, c'est un temps qui dure 1 heure, 1 heure et demie, une séance, et ça permet, voilà, c'est ce que disait Christian, de prendre tout ça, les idées reçues, tous ceux qui pensaient être dans une artère alors qu'ils étaient dans une veine, tous ceux qui pensaient être dans une veine alors qu'ils sont sous-cutanés. Enfin, ça permet vraiment d'adapter les messages, et de comprendre aussi pourquoi ça peut être des accès ou autre, et de retravailler ça, mais aussi avec leur environnement à eux, avec leur stratégie à eux. Enfin, comment on pouvait construire leur stratégie de RDR en lien avec leur environnement, en parking, en SWAT, dans le code public, etc. Voilà, je trouve ça, c'est vraiment un outil pertinent. Et ça va rajouter un truc de plus dans l'éventail des outils de RGR qu'on a. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Vous ne soyez pas timide, hein? Vous pouvez réagir à ce que vous avez entendu sur les différentes interventions. Oui? Oui, Samuel de Carré de la Boussole à Rouen. Ben, nous, en fait, on a repris un peu ce qu'avait fait Early et on l'a appelé AIS, accompagnement à l'injection supervisée. Et en fait, on se rend compte qu'on a plusieurs fois par mois des interventions d'accompagnement à l'injection sur le site du CARUD. Alors de manière beaucoup moins protocolisée que Early. C'est aussi certaines fois des usagers qui veulent faire leur injection à tout prix et on trouve un cadre. Voilà, donc ça se fait avec des gens formés à Early. Et voilà, c'est juste un petit témoignage. Merci beaucoup, vas-y. Gabriel, je travaille aussi au CARUD. Alors tourne-toi parce que sinon les gens ne vont pas t'entendre. Lève-toi aussi. Je suis responsable du CARUD, justement de la Boussole. Ce projet, on l'a écrit, on l'a déposé à l'ARS. Et on a dit à l'ARS qu'on le mettait en place. Donc l'ARS était au courant qu'on le mettait en place. Ils nous ont simplement dit qu'ils ne pouvaient pas nous donner de financement parce que la législation ne leur permettait pas. Mais ils savent qu'on fait. C'est un choix qu'a fait l'association. C'était casse-gueule, hein. On l'a fait. On ne nous dit rien. Bon, on se cache aussi derrière vous. Hein. On dit le font à Paris, pourquoi pas nous Et puis c'est bien se faire lancer aussi. À Paris, ils le font. Hein. Ah oui. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui a été fait comme ça. Je veux dire, à Rouen, tout le monde sait qu'on le fait. Merci beaucoup. On a trouvé souvent. Nous aussi. On n'en a pas plus. Enfin, on en a pas plus. Nous, on a les fonds propres à Médecins du Monde. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir, intervenir, poser des questions, revenir sur des interventions? Je voulais juste revenir sur un des résultats. Oui, vas-y. Voilà. En fait, on a pu, donc comme vous avez vu dans les résultats, on a pu observer quand même un fort taux d'attrition. Donc on a eu du mal à garder ce que c'est attrition. Voilà, c'est les perdus de vue, donc les personnes qu'on n'a pas réussi à suivre pendant un an, malgré des coups de fil. Enfin, il y a quand même un moyen de tracking pour essayer de leur faire au moins passer les entretiens téléphoniques pour savoir pourquoi elles ne revenaient pas. Et donc on a plus de 50% de perdus de vue. Je pense que ça pose le problème de l'outreach, enfin l'intérêt d'Early de le mettre en place dans les lieux de vie, parce que finalement les personnes qui ont le plus besoin de ce genre d'intervention, c'est certainement celles qui ne se déplacent pas vers les CARUD, et c'est pour ça qu'on a eu ce taux de perdu de vue. Donc c'est un résultat à la fois négatif mais intéressant parce qu'il ouvre d'autres perspectives pour Early, je pense. Alors juste pour préciser avant de te passer la parole, c'est vrai que la difficulté qu'on a eue c'était de passer par le téléphone, ce qui n'était pas simple pour les usagers, donc ça joue beaucoup. Et puis effectivement, 1 an c'est extrêmement long, enfin même 6 mois.
Et c'est vrai, alors là je parle plus pour notre expérience à Paris, mais c'est vrai que voilà, nous on intervient à Gare du Nord, en tout cas c'est à cet endroit-là qu'on a fait la recherche pour Médecins du Monde. Et c'est vrai que voilà, c'est un lieu de passage, de deal, il faut tomber aux bons horaires. On était là, alors 6, 7, 9 heures par semaine, ce qui est finalement pas énorme. Et effectivement avec des problèmes d'incarcération où on n'a pas forcément l'information, des personnes qui bougent. Alors on a quand même eu beaucoup des fois de liens, mais de là avoir du lien et de réussir à être en lien avec les chercheurs, c'était pas forcément le bon timing. Et puis voilà, il y a aussi eu des hospitalisations autres, et c'est ça qui a rendu le suivi difficile, mais globalement, enfin, les personnes ont vraiment adhéré, ont été même supportrices du projet et sont même vraiment défendeuses de la démarche qu'on a eue. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça de loin, ça peut donner l'impression que ça ne marche pas. Et voilà. Voilà. Au contraire, globalement, enfin, franchement, ils ont vraiment joué le jeu. Après, voilà, il y a des tas de contraintes effectivement liées à la recherche. Si on n'avait pas, il aurait fallu avoir un enquêteur présent. Enfin voilà. Après, c'est des moyens qu'on n'a pas. Et donc, on est passé par le téléphone, mais c'est assez contraignant. Tu voulais poser une question, n'oublie pas de te présenter. Oui, alors Johan du Carrick de Nantes. Donc en fait, c'était pour reprendre un peu l'intitulé du programme, là, qui dit comment un petit peu maintenant faire profiter un petit peu tous les autres. C'est vrai que nous, à Nantes, on est en grande difficulté en ce moment sur notre carrure par rapport à des problèmes de voisinage. Et on est en grande difficulté également, un petit peu comme à Marseille, avec recrudescence de consommateurs de cocaïne. Donc tout ce que ça peut amener un peu comme consommation un petit peu impulsive et très rapide. Donc au jour d'aujourd'hui, nous on ne sait plus comment faire dans notre carude pour gérer nos toilettes, qui sont devenues effectivement un espace de consommation. Donc on est de plus en plus un peu sur le fil du rasoir et sur des compromis. On s'est muni d'un bras, ce qui nous permet quand même, un bras articulé, ce qui nous permet quand même de bosser un petit peu autour de l'injection. Mais au jour d'aujourd'hui, on est de plus en plus sur des choses un petit peu borderline. On n'a pas la chance comme à Rouen d'avoir forcément l'ARS ou une direction qui vont nous soutenir dans cette voie-là. Et donc en ce moment, on est dans la merde. Donc on aimerait voilà. Donc faire profiter d'Orly, nous on demande, on a 2 personnes formées à Orly. On a 2 autres personnes qui ont 17 et 10 ans d'ancienneté dans la RDA, donc ont quand même aussi certaines compétences, je pense. Donc comment on peut sortir des chiottes, c'était un intitulé d'une autre, et comment on peut arriver à quelque chose de plus intéressant qu'utiliser un bras avec un placebo ou un truc comme ça. Parce que même notre bras est sclérosé maintenant. Alors l'avantage du bras, c'est qu'on peut normalement changer les veines, en tout cas de ce bras-là. Mais sinon, trêve de plaisanterie, ceci dit, c'est une vraie question auquel on est tous confrontés. D'ailleurs, il y a eu les séminaires de la Fédération Addiction sur lesquels aussi on a pu beaucoup échanger sur ces questions-là qui ne sont pas résolues. Alors c'est vrai que des programmes de type à Orly sont extrêmement intéressants, mais pour le coup de toute manière ne seront pas la panacée pour répondre à ces questions d'injection dans les toilettes, tout simplement parce que à Orly, voilà, ça permet de travailler sur les pratiques d'injection, mais ça prend du temps. C'est vrai que c'est souvent autour d'1 heure en moyenne, voire plus. Alors qu'en fait, le problème des fois d'injecter dans les toilettes, c'est tout simplement d'avoir un espace tranquille pour injecter. Ce qui est une autre dynamique et qui est là la difficulté de faire coïncider 2 dynamiques avec 2 objectifs différents, faire rentrer le même en même temps. Alors là, je parle aussi pour notre expérience à Médecins du Monde, à la fois à Gare du Nord où on voit bien que la salle de consommation n'a pas ouvert. Nous, ça nous aurait bien arrangé, ça nous a mis en difficulté. La pression policière a augmenté. Effectivement, les usagers sont prêts à tout pour... y compris attendre très longtemps pour faire une séance, juste parce que c'est mieux de shooter dans le camion et d'accepter le cadre que de shooter dehors. Sauf que voilà, nous, quand on fait une permanence de 6 heures, on a, la file active de Gaïa, c'est plus de 2000 personnes. Nous, on a fait maximum 9 accompagnements sur 6 heures, ce qui est déjà beaucoup par rapport à nous, notre manière d'intervenir. Ça ne répond pas à ça. Si on prend l'exemple de notre travail avec SIDA Parole, on a effectivement la même contrainte avec des usagers, eux, qui ne veulent pas forcément changer leur pratique et qui veulent surtout injecter tranquillement. Et du coup, de faire coïncider, effectivement, on ne va pas faire de l'éducatif, en tout cas c'est compliqué, avec des gens qui n'ont pas envie de ça. Donc nous, on va les amener, on essaye de les éveiller au risque, mais on ne va pas faire du bourrage de crâne. Et on a cette tension qui s'inscrit... voilà, donc c'est compliqué, donc c'est là où on voit bien qu'il faudrait effectivement des espaces de consommation.
Après, c'est dans ce type d'espace que ce serait l'idéal de faire des accompagnements à l'injection à caractère plus éducatif. Après, c'est vrai que l'avantage de faire des entretiens type Hourly, c'est qu'on peut le faire n'importe où, sans forcément être dans un espace de conso. Mais on voit bien qu'avec l'environnement actuel, ça met les équipes en difficulté, et il faut être vigilant à vouloir faire... moi, faites attention à ça, aux équipes qui voudraient faire de la réunion en disant voilà, ça va nous éviter, ils vont éviter d'injecter l'enchère, ça ne va pas tout résoudre, et ça serait une erreur. Après, ça aide à certaines choses, ça permet de libérer la parole, ça permet de mieux comprendre les risques qu'ils prennent, enfin voilà, ça c'est extrêmement intéressant, mais dans des endroits où il y a une pression très forte, c'est effectivement de toute manière pas suffisant, et ça n'avait pas l'objectif de répondre à cette demande-là. Donc effectivement, l'idée c'est que de demander à avoir à la fois la possibilité de faire des accompagnements de type Hourly et la possibilité d'avoir des espaces. C'est ce qui est prévu dans la loi. Est-ce que ça va passer tel que c'est présenté actuellement? C'est vrai que le texte de loi, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont eu l'occasion de le lire, celui qui est à l'étude. Il est sorti le texte non, l'avant-projet de loi. Oui, enfin, en tout cas, il a déjà circulé avant hier. Ouais. Il a été validé par le Conseil d'État. Pour l'instant, ce qui est déjà une première étape, il va y avoir les discussions entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais il est assez explicite sur certains aspects. Mais peut-être que tu peux en dire plus. Alors, je ne parle pas de la proposition de loi Le Morton, qui est autre chose, qui est juste un coup de pression pour montrer la solidarité du groupe PS là-dessus. Bon, plutôt, voilà. C'est pas de ça en fait. Le projet de loi de santé, donc, qui est censé régler la question sur la mise en place expérimentale des salles de conso, la RDR en prison et la supervision de l'injection, donc une certaine extension du domaine de la RDR, donc est passé techniquement au Conseil d'État, c'est-à-dire que pour éviter les écueils qu'a connu Gaïa justement sur la hiérarchie des normes entre le sanitaire et le pénal. Donc tout ça, pour l'instant, techniquement, ça arrive sur la table du Conseil des ministres demain. Et l'avant-projet est sorti hier. Ouais. Le truc, c'est que par contre, dans le projet de loi, les espaces de conso, ils ne sont pas en tant que tels. Il y a les salles de conso d'un côté, donc une expérimentation multisite, etc. Voilà. Après, je pense que le nombre de sites, voilà, peut-être quelque chose qui pourrait être discuté, mais en tout cas, sur quelque chose qui relève vraiment de la salle de conso, voilà. D'un côté, la supervision de l'injection de l'autre, et au milieu, on a vu la visite de la MILT hier, parce que c'est typiquement ce dont elle ne veut pas en entendre parler, c'est la généralisation d'espaces de consommation dans les CARUD, hors protocole d'accompagnement d'un côté ou salle de consommation de l'autre. Donc là, je crains que ce qui est dans le cadre de la loi, en tout cas tel que sort le texte, ne règle pas forcément ces questions-là. Après un texte, ça s'amende, donc on va pouvoir aussi proposer justement ça. Après, le problème, c'est exactement ce que tu dis, c'est la pression à laquelle sont confrontés les acteurs ici et maintenant. Moi, je crois que chaque avancée prépare la suivante, si tu veux. C'est pour ça que je disais qu'à Airlist, il y a moyen de faire bouger les choses aussi, de mettre la question de l'injection sur la table de façon protocolisée, visible. Ça existe, quoi, d'un côté. Donc après, supervision de l'injection de compter, salle de consommation de l'autre, ça prend en tenaille. Et on voit qu'au milieu, finalement, il manque quelque chose et que c'est ce quelque chose qu'il faudra obtenir. Voilà, mais ça, sur un plaidoyer qui a un temps sans doute beaucoup plus long que celui auquel les acteurs sont sous pression, quoi. Donc ça, je comprends, mais je ne suis pas sûr que le texte actuel puisse résoudre ces questions-là. En plus, encore faut-il que le texte passe sous cette forme-là. Oui, j'ai bien parlé du texte tel qu'il arrive en Conseil des ministres demain. Hein, pas, le texte, il passera à l'Assemblée en début 2015. Donc voilà. Et au-delà des acteurs, quoi, je veux dire, moi, à la limite, je m'en fous des acteurs, c'est vraiment par rapport au public qu'on accueille, où là, moi, je sens une explosion à venir imminente, quoi. Nous, il y a la coop, il y a une file active en hausse, mais alors cette année vraiment significative. Nombre d'injecteurs, pareil, on arrive à 56%, on a eu le passage au mois de septembre. Enfin, pour une ville de province, hein, c'est Nantes, c'est pas Gaïa, c'est pas Paris, quoi. Et je veux dire, ça monte de manière exponentielle. Nos chiottes, ça devient un hall de docs parce que les gens, voilà,
c'est la queue devant, quoi. C'est devenu un espace de consommation qui ne nous satisfait pas, quoi, mais qu'on accepte de fait, dans lequel on accepte l'entraide parce qu'on ne peut plus faire autrement, quoi. Répression policière d'un côté, aucun espace, occupation des locaux des voisins. Nous, on passe au tribunal le 24 octobre pour expulsion. Donc, on est vraiment un petit peu acculé. Donc, j'entends, Early, ça a mis des années. Moi, je me souviens, au début, en 2007, 2009, la Médecins du Monde, c'était une réunion à la Roquette. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on a le temps d'attendre? Là, je reprends le vocabulaire un peu guerrier des intitulés des AFR, quoi. Là, est-ce qu'on a le temps? Ou est-ce que, comme Rouen, on essaye de se lancer dans des initiatives locales? Et, parce que, voilà, localement, il y a des disparités, quoi, en fonction du territoire français. Mais est-ce qu'on arrive à quelque chose? Parce que bon, nous, on pense que ça va nous péter à la gueule, quoi. Il est vrai que dans l'histoire de la réduction des risques, il est rare que la loi ait devancé. Il y a un problème? On m'entend pas. Ah, non, dans l'histoire de la réduction des risques. Dans l'histoire de la réduction des risques, il est rare que la loi devance des pratiques. Enfin, c'est une réalité et c'est valable dans d'autres domaines, hein, pas que dans la réduction des risques et à l'usage de drogue. Et donc, effectivement, ce qui serait plutôt... Alors, on va me dire, à chaque fois que je dis ça, on me dit « Ah, mais c'est facile pour toi, tu es un médecin du monde. » Enfin, même un médecin du monde, j'ai rien de garanti et c'est une prise de risque. Alors, effectivement, c'est plus facile, j'ai pas à m'en cacher, mais il est vrai que moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut que les conseils d'administration des associations réfléchissent et pensent et organisent et aident leurs équipes à travailler ces questions-là. Parce qu'à un moment donné, ne pas entendre les difficultés des équipes à faire face à ces situations-là, enfin voilà, ça c'est douloureux, ça c'est dangereux, je pense, et qu'il faut aussi de réfléchir, d'imaginer à ce que chacun, voilà, en fonction de son contexte, parce qu'effectivement, le contexte est extrêmement important, et voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on peut le faire, et d'expérimenter des choses. L'avantage aujourd'hui qu'on a, c'est que je trouve par rapport au tout début, ou même si on revient 10 ans avant, ou lors des premières rencontres nationales, on avait fait un forum là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, au moins entre les acteurs, ça se discute. Ça, c'est une force importante de se dire, voilà, on n'est pas tout seul pour réfléchir, il y a des petites choses qui ont été expérimentées, enfin, petites, tout est relatif, et je vais te passer la parole après, mais il y a des choses qui ont été expérimentées, mais aujourd'hui, on a cette force-là de dire, au moins, on peut en parler, on peut y réfléchir. En tout cas, pour être des médecins du monde, on est prêt à discuter, on a participé pleinement aux journées de la Fédération Addiction sur ces questions-là, sur les espaces de consommation. Donc voilà, l'important c'est de favoriser cet échange, ces discussions, ces réflexions, donc au moins pour nous aider à avancer. Bernard, tu voulais, vas-y. Je voulais juste parler d'une expérience, parce que la situation dont vous parlez... Plus fort. Est-ce que tu peux te présenter aussi avant? Bernard, donc je travaille à Bourges, mais j'ai travaillé aussi en Allemagne, dans toute la France. La situation que vous parlez sur... les shoots dans les postes, c'est quelque chose qu'on a vécu en Alsace il y a 97-2000 et on avait répondu, en tout cas l'association avait répondu, on avait ouvert dans la boutique, parce qu'à l'époque on appelait ça une boutique, des espaces de consommation. On avait aussi développé ça dans les squats avec les usagers. Donc c'est vrai qu'il y avait la question, à l'époque on n'en parlait pas, c'est vrai que depuis quelques années, bon, maintenant on le dit, mais c'est des choses qui ont été faites dans beaucoup de structures et on n'en parlait pas. Donc je trouve intéressant qu'aujourd'hui que les structures puissent le dire et qu'il y a des choix à un moment donné politiques, associatifs, militants qui sont à mettre en place pour répondre à des situations d'urgence voilà. Mais à un moment donné, c'est des choix à faire. Tout à fait, merci. Alors il y a Béatrice, ensuite il y a, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais... En ce qui concerne la recherche, je pense que ça peut être aussi un très bon outil de plaidoyer, parce que les réponses YACA qu'on nous fait, c'est des gens qui connaissent absolument pas ce qui se passe véritablement à l'intérieur de la question de l'injection. Je pense que les résultats de la recherche qui vont un peu dans la complexité, qui ne sont pas des choses forcément faciles à expliquer, mais ça montre bien l'intérêt de tous les dispositifs qu'on veut mettre en place. Et pour ce qui est la question que tu posais de savoir entre l'éducation et enfin bon, comment on peut mettre tout ça en lien, moi je pense que ce qu'on fait les uns les autres dans les toilettes de nos centres ou autrement, je pense qu'on le fait depuis longtemps sans le dire, ou on le laisse faire, c'est encore pire, parce que c'est bon voilà, c'est nous sans être nous tout en étant nous. Je pense qu'il faut passer à un stade
aller de l'avant, hein, s'appuyer sur le fait que si ça peut être, qu'est-ce qui est interdit? Ce qui est interdit, c'est la présence du produit au moment de... La mise à disposition d'un local, c'est interdit. On aurait le droit de le faire, sauf que soudain on se trouve en présence du produit, c'est ça? La mise à disposition d'un local permettant la consommation. Ouais, ça, c'est une facilitation d'usage. D'accord. Donc on va se retrouver Incitation. Merci. sous la loi, etc. Oui, Sauf que ça va avancer tant qu'on n'a pas changé cette loi. Ça va avancer comme ça a toujours avancé, c'est-à-dire hors la loi, moi je dis avant la loi, puisqu'on est quand même dans le sens de l'histoire, et je crois même que c'est toi, Christian, qui plaidait pour la désobéissance civile sur une tribune il n'y a pas si longtemps. Moi, je crois qu'on est un petit peu là-dedans. L'explosion de la cocaïne, je suis marseillaise, donc je connais bien ce qu'il y a décrit, etc. Enfin, c'est un problème auquel on est confronté. On est dans une situation qui est très différente de celle dans laquelle on a commencé. Enfin, moi, je suis vieille, donc j'ai commencé il y a longtemps. Et j'ai commencé à donner des seringues à une époque où j'avais pas de... Il n'y avait pas la circulaire n'existait pas. Hein. J'étais une délinquante. Un certain nombre d'entre nous ont été inquiétés pour ces histoires-là. Donc moi, il me semble que c'est dans la légitimité totale de la réduction des risques de commencer aujourd'hui sous des formes assez différentes. C'est l'important aussi d'avoir notre organisation qui ne va pas nous protéger parce que c'est pas, voilà, ça nous donne, mais qui va nous soutenir parce que je pense que le fait que des grandes associations comme Aide, comme Médecins du Monde, ont quand même, voilà, c'est difficile d'attaquer en justice et c'est plus facile pour des petits acteurs dans des petits carrus. Mais je pense que là où c'est possible, il faut se regrouper, en place des projets. Voilà, il y a des trucs de le dire, puis advienne que pourra. Il y a des endroits où on va peut-être faire plus, des fois où on fera un peu moins. Mais je crois que la circulation, un petit peu comme ça, des expériences, et surtout, effectivement, la voix collective portée sur le fait que c'est une aberration totale de ne pas nous accorder cet outil et de continuer à nous mettre dans le cadre de cette loi vétuste et liberticide, je crois que c'est important à faire. Donc moi, je reprends ce que tu disais il n'y a pas si longtemps sur la désobéissance civile, qu'on a un certain nombre à dire. Il faut qu'on avance là-dessus comme ça, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen actuellement. Mais c'est exactement ça. Alors, j'ai passé la parole à Christian. Il y a Émeric dans la salle, Yann et Pascal, ensuite. Oui, c'est ce que j'avais dit aux précédentes rencontres à FR, en fait, hein, qu'il fallait sans doute limiter la casse à nouveau et donc aller sur ce qui était une forme de désobéissance civile. Après, comme le disait Marie, pour Aide pour Médecins du Monde, c'est une chose, pour une structure unique autour d'un CARUD, c'en est une autre. Hein. Donc, quitte à ce que nos associations servent aussi de pare-feu à un moment donné, mais là, on est dans une situation un peu particulière où, pour la première fois depuis quand même fort longtemps, on risque, enfin, où on a peut-être la chance de voir une avancée quand même assez décisive dans la RDR. Donc moi, je prendrais bien rendez-vous dans quelques mois, en fait, de voir ce qui sera passé sur cette foutue loi ou pas, et d'aller à ce moment-là sur un manifeste des acteurs s'engageant à définir leur propre cadre de réduction des risques, que celui-ci soit finalement légal ou pas, mais dans le cadre d'une urgence sanitaire qui ne dit pas son nom. Clairement, ce que tu disais sur ce qu'on a pu faire par le passé, sur limiter la casse, il faut voir que ce n'est pas la même chose de mettre en place des solutions comme ça dans un contexte de crise que dans un contexte post-crise. Dans un moment où tout le monde tombe comme des mouches par le sida ou les overdoses, etc., le réflexe il est non seulement naturel et suscite une empathie, y compris chez les politiques de droite à l'époque, qui vont prendre des décisions décisives. On n'est plus dans ce contexte-là, en fait. Et donc, on ne peut pas compter sur le même réflexe en fait d'empathie et d'adhésion. Donc, il faut que ce soit une coalition des acteurs s'appuyant sur l'existant, parce que même si ce que tu décris est une situation archi aiguë au niveau du CARUD, et je ne le nie pas, on ne va pas pouvoir en termes d'argumentaire invoquer une crise sanitaire telle que celle qui a permis les premières avancées décisives en termes de réduction des risques, en fait. Donc, il faut bien réfléchir à la façon dont on formate le truc, parce que c'est un petit peu aussi la dernière cartouche, quand même. Donc, c'est ça. Là, en fait, on est sur une phase un petit peu intermédiaire. Il y a un texte qui arrive. Voilà. Bon, après, ma position, tu la connais, celle des CA, on a décidé ça et on s'y tient.
on attend de voir ce qui reste du texte. Et après le texte, je pense qu'il sera temps de se réunir, les acteurs de la RDR, et de dire bon, on y va ou pas. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit là. Si on n'y va pas underground, quoi. Si on y va, c'est au grand jour et frontal, direct et avec force publicité autour. Parce qu'il n'y a rien de pire, en fait, finalement, que ces aménagements qu'on fait tous. Alors certes, au titre du bien commun, de la santé des uns et des autres, mais qui ne font finalement peser le risque que sur les acteurs de la RDR, en fait, sans confronter en fait, ni la société, ni les décideurs en santé publique, ni les décideurs politiques à l'inaction et la conséquence de cette inaction. Et donc je pense que c'est ça en tout qu'il faut absolument faire. Émeric, attends Béatrice, Émeric, tu voulais parler, vas-y. Ouais, je me pose la question. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Émeric, du coup je suis sur le Carré de Vendée et je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une marge de manœuvre, ou en tout cas de progression en attendant la mise en place de salles de consommation pour tout produit autour de l'injection de traitement de substitution? Je pense que dans tous les carrudes, on a des personnes qui injectent du Skélan, du Subutex, etc. avec des impacts aussi sur la santé de manière assez marquée. Où là, on est dans un cadre de mésusage, où on est avec une prescription médicale, etc. Je pense que les choses, elles sont différentes d'un produit illicite. Et est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer à avancer là-dessus en créant des espaces de consommation, ce qui peut permettre de désengorger peut-être à certains endroits des chiottes qui peuvent être vendées, etc. Et déjà de créer des espaces d'échange autour de l'injection dans le carré de manière un peu plus marquée. Alors c'est tout à fait vrai, d'ailleurs c'était le choix d'ailleurs de la salle de consommation d'Assud à Montpellier quand ils avaient expérimenté, je ne sais plus l'année, excusez-moi, il y a pas mal de temps. Effectivement, ils étaient passés là-dessus, ils avaient accepté au départ uniquement la consommation de traitements de substitution. Alors c'est important que les personnes à ce moment-là aient une ordonnance, parce que si elles l'obtiennent au marché noir, ça repose la même question. En tout cas, je pense qu'il y a des choses à réfléchir, je pense que c'est à chaque structure, après de voir sa marge de manœuvre, jusqu'où elle a envie d'aller ou pas. Mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas oublier, qui est effectivement importante et intéressante. Juste pour info, il y a un groupe de travail qui a été mis en place par la MIDECA pour l'évaluation d'un traitement par buprenorphine injectable. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est en cours et voilà, on espère que ça se fera rapidement, mais voilà, on y travaille. Yann, tu voulais... Ouais, non, je voulais juste rebondir sur un truc, parce que tout à l'heure tu parlais d'espaces de conso ou alors d'éducation. Et après, tu disais que s'il y avait des espaces de conso, on pourrait aussi faire de l'éducation. Enfin, voilà. Et aussi, je réagis un peu à ce que toi tu dis. Moi, à travers tout le travail de rue qu'on a repris depuis 2 ans sur les quartiers nord, moi je trouve que c'est effectivement une urgence sanitaire plus, quoi. C'est hyper compliqué ce qui se passe dans ces quartiers. Moi, je ne vois pas, dans un premier temps, face à ce genre de besoin, mettre en place un dispositif de type éducation, quoi. Pour moi, c'est d'abord un dispositif de type espace, quoi. Tu viens, tu peux shooter, mais après, je sais pas, il y a une graduation là-dedans, quoi. C'est un peu comme l'espace, c'est le bas seuil du truc, quoi. Voilà, tu viens, tu shootes, et puis après, avec le temps, se construit un lien. Et peut-être qu'au bout d'un moment, l'usager formule la demande d'être un peu plus accompagné sur sa pratique parce qu'il se sent prêt à la montrer, à discuter à ce moment-là avec un intervenant, quoi. Voilà. Après, par rapport à ce genre de situation, je pense qu'il faut effectivement d'abord passer par fournir un endroit et du matériel clean. Mais tu as tout à fait raison, et de toute manière, je veux dire, un espace a forcément des règles. Donc après, voilà, il y a un minimum pour que ça soit effectivement pas un espace de consommation qui entraîne plus de risques. Et ça serait dramatique. Donc effectivement, l'idéal, c'est que les personnes aient envie et qu'effectivement, de toute manière, l'éducation dans le bon sens du terme, parce que souvent on dit éducation, ça c'est pas du bourrage de crâne quand je dis éducation, je sais que ça fait débat, mais l'éducation, ça se fait si une personne a envie de le faire. Je veux dire, encore une fois, c'est fondamental. Donc si une personne n'a pas envie de changer ou n'a pas envie de... Voilà, ça ne marchera pas, c'est une évidence. Donc voilà. On va prendre peut-être la dernière intervention, parce il est déjà 11h20. Pascal? Comment? D'accord. Est-ce que tu peux te présenter, Pascal? Pascal, je travaille aujourd'hui à l'association de Prose, mais j'ai longtemps travaillé à Médecins du Monde, et je suis un des précurseurs de l'accompagnement à l'injection. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'on est là-dessus, ça commence à faire beaucoup de temps. Moi, je suis ravi que l'étude de l'INSERM vienne un petit peu
renforcer ce qu'on avait constaté nous en TOF, parce que le fait d'accompagner les gens à l'injection d'une TOF à l'autre, on a rapidement vu des changements de comportement, des prises de risques moins importantes. Ça, on l'a vu assez rapidement, hein. C'est pour ça qu'on a continué sur ce projet. Et donc, moi, je suis très content de ce qui se passe avant, qu'il y ait des gens dans les Carudes qui prennent l'initiative d'y aller, quoi. Et je pense que c'est là, aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça, parce que je pense que c'est la seule solution, parce que sans ça, on va nous trimballer encore pendant des années, des années, des années. On l'a vu avec le sida, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire les salles de shoot, c'était il y a une dizaine d'années. Donc maintenant, comme tu disais tout à l'heure, on n'est plus dans cette urgence, mais il y en a d'autres. Je pense qu'on a suffisamment d'arguments pour pouvoir les mettre sur la table aujourd'hui. Et si on se met tous à être dans la même démarche que fait le Caroute de Rouen, et je pense qu'il y en a d'autres ici, et si on se met en bloc, je pense que là, il va y avoir vraiment des choses qui vont, je pense, se mettre à bouger. Je pense qu'on n'a plus le choix aujourd'hui, hein. Il faut y aller. Hein. On va encore travailler pendant ça fait 15 ans qu'on est là-dessus. Je pense que tu as tout à fait raison. Après, ce qui est vraiment important, et je pense qu'on est assez unanime là-dessus, c'est que ça soit vraiment pas fait underground. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire, de mon point de vue, qu'un acteur qui dise voilà, moi j'y crois, j'ai envie de le faire, et que ça ne soit pas un minimum discuté au sein d'une équipe, parce qu'après ça peut mettre en porte-à-fôt des équipes. Enfin voilà. Et je pense qu'il faut vraiment que ça soit discuté. Après voilà, moi j'aimerais effectivement que des associations, alors je sais que je pousse MDM à ce qu'on imagine peut-être des modalités de convention de partenariat ou autre. J'ai pas encore le choix de Médecins du Monde là-dessus pour faciliter le premier pas, voilà. Mais si effectivement il y a un mouvement de masse qui se fait par des structures à droite, à gauche, et que ça, sur des projets réfléchis, adaptés à chaque structure, que ça ne soit pas isolé, voilà, je pense qu'effectivement ça peut faire la différence, et c'est vrai. Alors malheureusement le temps est écoulé. Je suis ravie des discussions d'aujourd'hui. J'espère que les présentations vous ont plu, et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour échanger et continuer à avancer sur ces questions. Merci beaucoup.